Donc, je pense que qu'on commence pour la session questions et réponses. Professeur Achir, docteur Safer, Il y a des voilà. questions? Donc, oui, il y a quelques questions qui ont été posées par nos médecins. Pour la première question, j'aimerais bien connaître la place de sélénium chez la femme enceinte. Oui. Eh bien, effectivement, le sélénium, je peux répondre? Oui, bien Oui, sûr, oui. allez-y. Le sérum, il est important. Oui, effectivement, donc le sélénium, il est important comme un microélément. Dans la synthèse des hormones thyroïdiennes, il y a des études en dehors de la grossesse, de donner 200 microgrammes unités de sélénium afin surtout de retarder le développement de l'hypothyroïdie en cas de thyroïdite auto-immune. Mais l'ATA, elle dit clairement qu'il n'y a pas de place au cours de la grossesse. Et elle dit probablement il y aura le risque de développer le diabète gestationnel. Quand il est prescrit, généralement, la dose de sélénium doit être bien spécifique. Il ne faut pas Ex- dépasser les 200 microgrammes. Exactement. Les 200, mais le problème, c'est qu'on ne sait pas quand est-ce qu'il faut prescrire déjà. Disons que c'est pas quand Et est-ce quelle durée? quelle durée, pour quelle durée prescrire le sélénium dans le cas des thyroïdites auto-immunes pour la prévenir. C'est ça la question qu'on se pose. On peut la prescrire parce que le sélénium actuellement, il existe dans tous les produits et les compléments alimentaires, dans tous les compléments alimentaires, et toute la population généralement, elle est versée vers cette consommation de compléments alimentaires. Et généralement, il y a beaucoup de discussions qui se déroulent sur les réseaux sociaux qui encouragent les patientes à prendre du sélénium afin d'éviter vraiment les pathologies auto-immunes. Mais attention à la dose toxique et on ne connaît pas la durée de prescription. Et au cours de la Et en grossesse, donc plus, il y a un l'ATA, risque d'augmentation de la fréquence du diabète. au cours de la grossesse, les recommandations sont claires. On ne donne pas de sélénium au cours de la grossesse. Voilà. Vous avez répondu à la question? Oui. Pour la question suivante, donc le bilan pour le dépistage de premier trimestre, c'est le TSH, anticorps anti-TP. Je pense que qu'elle cherche le paramètre dans le dépistage de l'hypothyroïdie à travers cette question. La TSH. Au cours du premier trimestre, on commence toujours par la TSH. Il faut être uniciste. Il faut être. On Oui. suit les On suit les recommandations. recommandations, on fait la TSH. Attention pour les gynécologues, etc. Le taux de TSH, la référence de TSH, elle est entre 0 et 1. C'est-à-dire que la limite inférieure, elle est revue à la baisse et la limite supérieure, elle est également revue à la baisse. C'est entre le 0,1 et le 4 microunités. D'accord. Pour la question suivante, est-ce qu'on peut éviter les complications chez les nouveau-nés? On peut éviter les complications chez le nouveau-né à condition de prescrire la lévothyroxine d'une manière très précoce. Ce qui a été bien recommandé dans les différentes études, c'est qu'il faut donner la lévothyroxine avant la 12e semaine. Lorsqu'on prescrit dans les 12 premières semaines de grossesse, on arrive à éviter toutes les complications. Mais il faut le prescrire à dose convenable et d'une manière très précoce pour pouvoir vraiment prévenir les complications. Mais il y a toujours des complications liées à la grossesse qu'on pourra relier à l'hypothyroïdie et qui peuvent survenir chez toute femme en dehors de l'hypothyroïdie. Donc, je peux rebondir à ce qu'elle a dit, professeur Achir. Donc, ça serait bien d'introduire le traitement le plus précocement possible. Or là, exactement, préconceptionnel. Alors là, je vois que les femmes, en général, consultent à partir de la 9e semaine. Et puis, la gynéco, elle demande le bilan thyroïdien. Elle revient à la 16e semaine pour s'assurer qu'il y a une activité cardiaque. Et là, on a perdu assez de temps. Donc, c'est pour ça, d'où l'intérêt de faire un dépistage et sélectionner les femmes qui sont soit hypothyroïdiens et entamer à haut risque de développer l'hypothyroïdie et entamer le plus précocement possible le traitement. Il faut prescrire la lévothyroxine au bout généralement de 4 à 6 semaines. D'accord? Parce qu'il y a vraiment les hormones thyroïdiennes, ils ont un impact important sur le développement du système nerveux et jusqu'à l'âge de 3 ans. C'est-à-dire qu'ils ont un effet positif au niveau donc chez la femme in utero, et puis il y a également l'effet des hormones thyroïdiennes généralement dans les premières années de vie jusqu'à l'âge de 3 ans. Les hormones thyroïdiennes interviennent dans le développement neuronal. Donc, si on ne prescrit pas de la lévothyroxine chez la femme, et on sait très bien qu'au cours du premier trimestre, les besoins chez le fœtus sont exclusivement de provenance maternelle et donc ce fœtus, il sera vraiment en déficit en hormones thyroïdiennes et dans ce cadre-là, on pourra assister à des complications particulièrement. Ce qu'on redoute, nous, à l'époque, c'est plutôt le crétinisme. Actuellement, on assiste quand même à moins
à des crétinismes qui sont beaucoup plus légers. C'est vraiment une diminution du quotient intellectuel, mais on pourra éviter si on pourra prescrire la levothyroxine dans les premières semaines de grossesse. Mais ce qui est préférable, il faut le prescrire bien avant la grossesse. OK? Oui. Voilà, merci beaucoup, professeur. Voilà, merci beaucoup, professeur Achir. Faut-il traiter une femme, la question suivante, faut-il traiter une femme enceinte qui présente une FT4 basse, sachant qu'elle peut être basse durant la grossesse? Merci. Alors, FT4 basse avec TSH normal. Faites très attention. À quel terme? Et à quel terme? Elle peut se voir, la FT4 basse peut se voir au cours du deuxième, du troisième trimestre, elle peut se voir. On peut avoir une FT4 basse. Attention, il n'y a pas que la FT4. Il faut voir aussi les antécédents d'une patiente. Alors, on peut avoir par exemple une FT4 basse avec une TSH normale. C'est des femmes qui n'ont pas été diagnostiquées pour un problème peut-être secondaire. D'accord? Une hypothyroxine, parce qu'une FT4 basse avec une TSH normale, ça peut être une cause secondaire. Exactement. D'accord? C'est là ce qu'on redoute. Mais l'ATA 2017 et puis même le Royal des collèges, vraiment nous recommande de ne pas traiter les femmes qui présentent une hypothyroxinémie parce qu'il n'y a pas d'impact lorsqu'on a une FT4 basse avec une TSH normale sur les issues néonatales ou sur vraiment les issues néonatales ou généralement le quotient intellectuel chez les enfants âgés de 5 ans. Et si cette hypothyroxénémie survient au début de la grossesse, il faut s'assurer qu'il s'agit vraiment d'une hypothyroxénémie avec une TSH correcte. Il faut chercher la carence en micronutriments en iode et surtout la carence en fer. Donc les études ont montré qu'il y a une association entre la carence en fer et cette hypothyroxénémie survient au premier trimestre. Mais sinon, le deuxième, troisième trimestre, comme elle a dit le professeur Achir, c'est plus interférence de dosage, surtout si on a une TSH qui est correcte. Et l'ATA 2014, à l'époque, elle recommandait de substituer les femmes qui présentent une FT4 isolée, une hypothyroxénémie au cours du premier trimestre. Exactement. C'était l'ATA 2014. Mais par contre, la 2017 et les recommandations 2023, l'hypothyroxénémie ne doit pas être vraiment substituée jusqu'à preuve du contraire. Mais attention aussi à l'état clinique de ces patientes. Il faut voir aussi si elles sont symptomatiques ou asymptomatiques pour vraiment poser le diagnostic pour substituer ces patients. Mais retenez une chose, au cours du premier trimestre, on reste sur notre faim, mais à partir du deuxième, troisième trimestre, on ne substitue en aucun cas. Alors, on a répondu? Oui, merci beaucoup, professeur et docteur. Donc, la question suivante, faut-il traiter la femme avant la grossesse si uniquement les anticorps anti-TPO sont positifs? Pas du tout. Les recommandations, on ne traite pas les femmes qui ont des anticorps anti-TPO positifs. Par contre, il faut les surveiller. Il faut les surveiller de près, par contre. Il faut les surveiller d'une manière mensuelle parce qu'elles risquent de basculer facilement vers l'hypothyroïdie, puisqu'elle a bien démontré, et on l'a bien dit, que le taux de TSH dépend du taux des anticorps. Si on est anti-TPO positif, on a plus de malchance, en quelque sorte, de basculer vers l'hypothyroïdie dans des délais beaucoup plus brefs que lorsqu'on n'est pas anti-TPO positif. Et le risque de développer une hypothyroïdie avant la grossesse, il est de l'ordre de 7%. Donc là, il faut faire attention. Donc si les femmes ont des anti-TPO positifs, il faut surveiller des recommandations chaque 3 à 6 mois, la TSH. Dès qu'elle commence à s'élever, là, à ce moment-là, il faut traiter. Il faut traiter l'hypothyroïdie, mais pas les anticorps positifs. De toute façon, nous, dans notre consultation habituelle pratique, quand on reçoit beaucoup de femmes qui viennent avec des anti-TPO, affolées par des anti-TPO très élevés. Pour eux, je ne sais pas qu'est-ce que ça représente ces anti-TPO. À notre époque, ça dépend, parce que des fois, quand on a des anti-TPO positifs, c'est pas dans ce cas, et c'est pas le but de ce webinaire. On a des anti-TPO, par exemple, qui viennent chez des sujets âgés, qui nous rapportent cette notion de fatigue, etc., et qui nous forcent à même peut-être à donner de la levothyroxine. Mais nous, quand on a des anti-TPO positifs, on surveille ces personnes, et dès qu'il y a une augmentation de la TSH, c'est-à-dire pas au stade infraclinique, au stade clinique, là, on bascule vers le traitement, parce que dès qu'on commence le traitement, ça va être un traitement à vie. J'insiste sur la surveillance, c'est la surveillance avec une TSH, pas avec les anti-TPO, parce qu'on voit des patientes avec un historique des anti-TPO. Là, ça augmente, ça baisse, il y a des interférences de dosage. Si on va surveiller ces femmes qui ont des anti-TPO positifs, on va les surveiller avec une TSH et avec la clinique, pas plus que ça. Les anti-TPO, ce n'est pas un marqueur de diagnostic, c'est un marqueur de diagnostic du thyroïdectomie, mais ce n'est pas un marqueur de surveillance.
D'accord? On ne surveille jamais avec les anti-TPO. Il peut fluctuer, ça dépend de l'état de stress de la personne, puisque généralement, on sait très bien que les pathologies auto-immunes surviennent généralement chez des sujets stressés. Il suffit que le pic de stress, il est énorme, et donc les anti-TPO, ils peuvent s'élever. Et on peut avoir même des thyroïdites, authentiques thyroïdites auto-immunes, avec des anti-TPO négatifs, c'est-à-dire on n'est pas tombé dans la phase où les anticorps sont positifs. Ça s'appelle des thyroïdites auto-immunes séronégatives. Et le diagnostic va se faire sur la clinique et sur l'échographie cervicale. On aura cet aspect dont je vous ai montré tout à l'heure, hypoéchogène, hétérogène, pseudonodulaire. Et puis sur les antécédents familiaux aussi des femmes, si c'est des sujets qui ont déjà des antécédents familiaux de pathologies auto-immunes, ils ont plus vraiment de malchance aussi de développer d'autres pathologies auto-immunes, particulièrement les pathologies thyroïdiques. Ok? Est-ce qu'on a répondu à la question? Merci beaucoup. Merci beaucoup, oui, professeur Achir. Bon, la question suivante, quel est l'objectif de la TSH chez la femme enceinte opérée pour un cancer de la thyroïde? Et l'objectif de la TSH, ça dépend aussi du type de cancer. Et là, ça relève plutôt de l'endocrinologue parce qu'actuellement, on a des objectifs de TSH selon la stratification du risque. Classification du risque des cancers de la thyroïde. Si on est devant un faible risque, généralement c'est entre 0,2 jusqu'à plutôt 0,5 jusqu'à 2 micro-unités par litre. Et puis si on a vraiment un risque modéré ou risque élevé, la TSH elle devrait être beaucoup plus freinée. C'est à cause de ça que vous voyez que l'augmentation de la dose n'est pas la même quand on est hypothyroïdien suite à un cancer de la thyroïde ou quand on est hypothyroïdien suite à une thyroïdite auto-immune. La dose, elle va être beaucoup plus importante pour assurer la freinabilité. Et actuellement, ça, tout dépend de la stratification du risque, généralement qui sera à la charge de l'endocrinologue. Pas le gynécologue, c'est ça qui fait qu'on devrait avoir une collaboration entre les gynécologues et les endocrinologues. Oui. D'accord. Donc, la question suivante, en fait, c'est une série de questions à travers d'un médecin. Donc, on est voir les questions. Hein. On est en train de voir, oui. Oui. Ah, d'accord. Voilà. Donc, la troisième question, c'est la valeur diagnostique des anti-TG. Les valeurs diagnostiques des anti-TG, c'est selon les valeurs fournies par le laboratoire. Il faut que ça soit 2 fois la normale pour dire que les anti-TG sont positifs. Des valeurs qui sont fournies selon l'automate et selon la méthode de dosage. Il faut dire aussi que les anti-TG, ce n'est pas les anticorps qu'on demande en première intention. On demande les anticorps anti-TPO en première intention. Elle a bien démontré que c'est les anti-TPO qui sont positifs et qui reflètent l'immunité de la thyroïde. Par contre, de la thyroïdite, par contre, les anti-TG, quand on a des anticorps anti-TPO négatifs et qu'on n'est pas sûr qu'il s'agit d'une thyroïdite auto-immune, là, on a recours aux anti-TG pour poser le diagnostic d'une thyroïdite auto-immune. Elle a si bien dit que les anti-TG, on n'arrive pas à avoir leur valeur, mais on sait qu'ils existent chez le sujet normal, en dehors même de thyroïdite auto-immune. Mais ça nous réconforte, ça nous conforte plutôt dans notre attitude, dans l'étiologie de la pathologie thyroïdienne quand ils sont positifs, de dire qu'il s'agit probablement d'une thyroïdite auto-immune. Mais c'est les anti-TPO qui sont fréquemment positifs dans le cas de la thyroïdite auto-immune. Oui. Voilà, alors, c'est la question de régime alimentaire, c'est ça? Oui, tout à fait, ouais. Alors, le régime alimentaire, ce régime alimentaire, oui, il y a toute une histoire, ce régime alimentaire, particulièrement sur les réseaux sociaux. Sans gluten. Il y a beaucoup de trucs sans gluten, sans goitrigène, les choux, les oignons, l'oignon, etc. Là, il y a beaucoup d'aliments qu'on consomme à forte dose et qu'on ne peut jamais amputer de notre alimentation. Et moi, par exemple, je vais profiter de cette occasion pour vous dire que il faut peut-être conseiller vos patients de ne pas se braquer sur les messages qui sont transmis sur les réseaux sociaux parce qu'ils les orientent vers autre chose que sur des bases scientifiques de la maladie. Oui, oui. Surtout avec l'histoire des noix de Brésil, riche en sélénium, le régime sans gluten. Il y a une communication récente sur le TEA. Il parle sur l'intérêt du régime sans gluten en cas d'hypothyroïdie d'origine auto-immune. Ils disent qu'il n'y a pas d'impact positif, surtout si peut-être la patiente ou le patient présente les antitransglutinases positives ou une maladie cœliaque. Il n'y a aucun intérêt propre sur la thyroïdite auto-immune. Sur la thyroïdite.
Oui, alors on est souvent. Voilà. Vous avez mentionné les femmes avec antécédents de grossesse multiples comme un terrain de dépistage d'hypothyroïdie. C'est quoi le lien, s'il vous plaît? Vas-y. C'est surtout, je pense, c'est Ouais. des grossesses, en tout cas, c'est des études, hein, mais surtout, c'est des grossesses rapprochées. Donc, du coup, la patiente n'aura pas le temps de reconstituer ses réserves en iode, en sélénium ou d'autres micronutriments. C'est surtout ça. Mais peut-être aussi, donc la femme, elle est soumise à une hyperostrogénie en continu, donc des grossesses multiples. Donc, on sait le rôle de l'hyperostrogénie dans la stimulation thyroïdienne, dans la stimulation thyroïdienne et dans le rôle de l'auto-immunité Et je thyroïdienne. crois que moi j'ai lu un article qui parle qu'il y a une association importante entre les grossesses multiples et l'auto-immunité. Les femmes qui font des grossesses multiples sont plus prédisposées à faire des pathologies auto-immunes. Sur un terrain hormonal continu d'hyperostrogénie. Donc il y a vraiment il y a une relation entre la parité et l'auto-immunité. Ça a été démontré par certains papiers. Est-ce que c'est tous les papiers qui le démontrent? Mais j'ai lu quelques papiers qui parlent d'une association entre la parité et l'auto-immunité. C'est à cause de ça qu'il précise dans les facteurs de risque une parité au-delà de 2 grossesses et ce type de patient qu'on doit dépister pour une thyroïdite auto-immune. Oui, alors. Voilà. S'il vous plaît, l'intérêt de l'iode au cours de la grossesse et laquelle dose, merci. Alors, ça dépend de l'intérêt du iode. Certains, il y a une supplémentation de l'iode qu'on doit faire. Je crois qu'il y a certains médicaments qui sont prescrits chez la femme enceinte qui contiennent de l'iode, par exemple le Gestarel. Il y a certains médicaments. Gestagine, Soline de grossesse, qui contient 150 microgrammes de l'iode. Et ça comble les besoins chez la femme enceinte. Et qui est donné par les gynécologues. Y a-t-il une corrélation entre le degré de la positivité des anticorps anti-TPE et la sévérité de l'hypothyroïdie auto-immune? C'est surtout, ça reflète le degré d'infiltration lymphocytaire. Plus l'infiltration lymphocytaire elle est importante, plus les anti-TPO vont être importants. Et puis, on aura bien sûr un risque élevé de développer une hypothyroïdie. Mais à condition qu'on tombe dans la période, en quelque sorte, de la thyroïdite auto-immune floride, c'est-à-dire les anti-TPO, ils sont élevés parce qu'on risque de ne pas tomber dans le cas où on a des anti-TPO qui vont être négatifs, mais on a vraiment l'aspect hypoécogène sur la thyroïde. Ils ont fait leur effet, ils ont fini par se réduire. Donc, il y a une corrélation au départ parce que plus le taux des anticorps est élevé, plus le risque d'hypothyroïdie, il est important. Oui. Alors? Voilà. Quel est le rythme de suivi de la TSH pendant la grossesse quand un traitement par lévothyrox est prescrit? On l'avait mis, on avait dit de 4 à 6 semaines jusqu'à 22 semaines, et puis un dosage de TSH entre la 30 et la 34e semaine. Parce qu'il faut avoir une TSH avant 33e semaine. C'est un taux de TSH dont on a besoin pour l'accouchement pour la patiente. Mais il faudra dire que toutes les femmes qui présentent une TSH élevée, qui présentent une thyroïdite auto-immune, il faudra prévoir une TSH au 5e jour chez le nouveau-né pour dépister l'hypothyroïdie congénitale liée au passage des anti-TPO chez transplacentaires, des anti-TPO maternels. Oui. Merci beaucoup, professeur Achir. Est-ce que l'hypothyroïdie augmente le risque de malformation fœtale, surtout au premier trimestre? Les malformations surtout neurologiques, si vous voulez dire surdité, neurologique, c'est plutôt concentré sur les malformations neurologiques parce que la formation de tube neural, elle se fait au premier trimestre sous la dépendance des hormones thyroïdiennes maternelles. Donc plus l'hypothyroïdie est précoce, plus le risque de retentissement neurologique sévère est important. Voilà. Donc c'est ça, c'est les complications plutôt, les malformations neurologiques. Voilà, l'objectif de la TSH selon les trimestres de grossesse. Alors, c'est ce qu'on avait dit. On avait dit, ça dépend. Si on suit les moyennes des collèges américains, des obstétriciens et des gynécologues, ça reste une TSH aux alentours de 4 micro-unités. C'est ce qu'on dose, et 4 unités, quel que soit le terme de la grossesse. Mais je vous rappelle que certains pays présentent des références spécifiques aux populations.
je l'avais bien démontré que la TSH dépend de plusieurs facteurs. Ça dépend de la carence de la périodée, ça dépend du terme, ça dépend de l'ethnie. Vous avez vu, une population américaine n'est pas la même qu'une population japonaise, une population chinoise, une population australienne. Mais nous, à défaut de cela, on est obligé de se contenter de ce taux qui a été vraiment recommandé par l'ATA 2017 et le Royal College des obstétriciens et des gynécologues en 2023. Merci beaucoup, professeur Achir. Faut-il doser systématiquement la TSH chez le nouveau-né d'une mère hypothyroïdienne? Oui, je l'ai dit, oui, une mère, tu réponds? Oui, bien sûr, d'autant plus qu'on n'a pas le dépistage systématique de l'hypothyroïdie congénitale. Ailleurs, elle se fait systématiquement sur un papier buvard, une petite piqûre au niveau du talon du bébé, et on aura la TSH. Donc, ça fait partie normalement des maladies qu'on dépiste systématiquement. Alors, encore plus, c'est la maman présente une hypothyroïdie. Il est obligatoire de faire un dosage de TSH chez le nouveau-né né de mère hypothyroïdienne, particulièrement en cas de thyroïdite auto-immune, puisqu'il y a passage transplacentaire des anticorps. Donc, il faut faire dépister l'hypothyroïdie chez le nouveau-né. Oui? Merci. Si la TSH est normale et les FT4 sont normales, mais les anticorps ont été TPO positifs. Avec ET4 base. TPO positif, faut-il traiter? TSH normal. Non, je vois, c'est normal. Ah, TSH normal chez qui? Normal. C'est le sujet normal, c'est le sujet. N'a pas précisé justement. Elle a précisé. Elle a mis. C'est un cas particulier. Oui, justement, c'est ça. D'accord. Alors, une TSH normale, une FT4 basse et des anti-TPO positives, c'est un sujet en dehors de la grossesse. Ça peut porter à autre chose, ça peut orienter vers un autre diagnostic, c'est vrai. Ça peut nous orienter vers une atteinte centrale. Une atteinte centrale d'une part, ou une hypothyroïdie infraclinique. Une hypothyroïdie, là, c'est une hypothyroïdie centrale plutôt, en rapport avec une hypophysite auto-immune, puisqu'on a les anticorps anti-TPO positifs. Mais c'est au cours de la grossesse, il faut refaire et s'assurer. Et là, on est devant une hypothyroxidémie avec anti-TPO, on va surveiller. Et peut-être, comme je vous ai dit, il faut chercher les carences iodées ou carences martiales associées. Pour traiter le pathologie de maladie professeur Achir, c'est le cut-off de la TSH, pas la FT4 et pas les anti-TPO du tout. On se met d'accord, on dose la TSH au cours de la grossesse. Pour décider de traiter ou non, c'est la TSH. C'est la TSH. Si la TSH est au-delà du terme, au-delà de 10 millilitres, là on pourra compléter. La FT4, si le TSH est fait, il faut y aller vers une hypothyroïdie et traiter la patiente. La FT4, elle reviendra obligatoirement basse quand la TSH est au-delà de 10. Quand vous voyez un bilan comme ça qui est un peu discordant, il ne faut pas hésiter à refaire le dosage parce que là, c'est des dosages automatisés. Réellement, il n'y a pas d'erreur parce que là, ce n'est pas attendu à avoir un TSH normal avec une FT4 qui est basse en dehors de la tête centrale qui est vraiment exceptionnellement, qui est rare. Donc, c'est pour ça, n'hésitez pas à refaire et s'assurer de ce bilan. Toujours vérifier la TSH, d'accord, avant de plonger sur la thérapeutique. Voilà, merci. Donc, on a une question de la part d'un gynécologue. Si une femme connue hypothyroïdie présente une TSH élevée à 8 et qu'on augmente les doses de levothyrox graduellement pour éviter aux cibles, mais cette femme est proche du terme avec d'autres pathologies, HTA et diabète, faut-il accélérer le rythme de contrôle de la TSH et rajustement thérapeutique pour éviter les complications gravidiques? Alors, cette femme qui est diabétique hypertendue, elle va avoir des complications énormes sur le fœtus si elle n'est pas bien contrôlée sur l'hypertension, sur le diabète. Puisque si elle est diabétique, elle pourra avoir toutes les complications et les malformations chez le nouveau-né en dehors de l'hypothyroïdie. Si elle est hypertendue, il y a un risque pour la mère avec le risque de préclampsie et d'éclampsie également, risque de souffrance fœtale. C'est-à-dire, si rajouter encore à une hypothyroïdie, c'est beaucoup de risques. C'est une femme qui est généralement GHR. Ouais. C'est une grossesse à haut risque. C'est-à-dire que l'hypothyroïdie, il faut y aller de la même manière que les autres parce que le risque, il est beaucoup plus vraiment lié au diabète et à l'hypertension artérielle qu'à l'hypothyroïdie. Ouais. Donc, on va traiter la femme. On n'est pas obligé d'accélérer la procédure de surveillance ou disons la procédure d'augmentation de la lévothyroxine. On traitera de la même manière. Donc, il faut prendre cette patiente d'une manière holistique, toutes les complications.
On ne va pas se braquer sur la thyroïde parce qu'il y a le diabète qu'il faudra très bien équilibrer et c'est une source de malformation beaucoup plus importante avec un risque important chez la femme. Il y a de l'hypertension artérielle, encore c'est pire, avec le risque vraiment de prééclampsie, de CIBT, également de souffrance fœtale. Et donc, l'hypothyroïdie ne sera qu'un facteur surajouté à toutes ces complications. Donc, on n'a pas lieu, on va la surveiller et on va la traiter de la même manière. Merci beaucoup, Dr Safer Oui. et Professeur Rachid. Y a-t-il un impact de la carence de la vitamine D sur l'incidence de l'hypothyroïdie auto-immune? Oui, ça fait partie des carences nutritionnelles, de la carence iodée, de la carence en sélénium, plutôt l'excès en iode, la carence en sélénium et la carence en vitamine D augmente l'incidence de la thyroïdite auto-immune. Mais on doit rappeler quelque chose en disant qu'il ne faut pas aller directement vers une substitution en vitamine D. D'accord? Parce que maintenant, la vitamine D, c'est la dernière, disons, mode. Tous les patients ont accès à la vitamine D. La vitamine D, elle est mise dans toutes les sauces, vraiment thérapeutiques. Et donc, il faudra faire très attention. Ce n'est pas quand on prend la vitamine D qu'on va éviter une thyroïdite auto-immune. La vitamine D, on la prendra que dans certaines conditions qui doivent être et sous prescription médicale. Il faut s'assurer qu'on est carencé. S'assurer qu'on est carencé en vitamine D avant de prendre la vitamine D. Mais la vitamine D est connue pour réduire le risque d'incidence des pathologies auto-immunes, pas obligatoirement la thyroïdite auto-immune. Dans le DT1 a fait ses preuves également. Dans la thyroïdite auto-immune, on l'a incriminé également. Et donc, c'est plutôt vitamine D et pathologie auto-immune. Est-ce qu'on a répondu? Oui. Merci beaucoup. Doit-on, s'il vous plaît, doser la thiazide? Bon, on a répondu à cette question. Est-ce qu'on traite une hypothyroïdie infraclinique chez la femme enceinte? Ah, quoi? Est-ce qu'on traite une femme avec est-ce qu'on traite voilà, avec une hypothyroïdie infraclinique? C'est ça. Ça dépend des anticorps anti-TPO. Si les anti-TPO positives, oui. Entre 2,5 et 4, oui. On doit traiter parce que vous avez vu quand j'ai montré cette étude qui avait montré que plus la TSH s'élève, plus le risque d'avortement est important. C'est en quelque sorte, s'il se rappelle très bien de cette image en miroir, c'est que l'ACG, lorsqu'elle s'augmente, la TSH baisse. Si vous avez une TSH qui reste toujours élevée, en quelque sorte, l'ACG n'est pas très important. Et donc, c'est ça ce qui fait qu'il y a un risque d'avortement beaucoup plus important chez les femmes qui présentent une hypothyroïdie qui n'est pas traitée par la lévothyroxine. Oui, en cas d'hypothyroïdie infraclinique, donc ça veut dire l'FT4 elle est normale et la TSH elle commence à s'élever, mais quand il y a l'agent pathogène qui sont les anti-TPO, ils sont là, ça veut dire que ça va passer vers l'hypothyroïdie avérée. Donc à ce moment-là, il faut traiter. Oui. On prend cette question, professeur Achir, thyroïdite auto-immune avec une TSH en euthyroïdie et les anticorps anti-TPO sont positifs. Doit-on en traiter? En traiter chez qui? Oui. Doit-on traiter chez la femme, bien, chez la femme. Si c'est des sujets dans la grossesse, c'est autre chose. Mais si chez la femme enceinte, oui, ça dépend. C'est ça, c'est le dilemme de l'hypothyroïdie infraclinique. Mais il faut insister, on ne traite pas les anti-TPO positifs, on traite une hypothyroïdie. Parce que ce qu'on a sous les mains, c'est les lévothyroxine. Lévothyroxine, c'est une hormone qui va substituer le non-fonctionnement de la thyroïde. Donc l'hormone qui est censée être sécrétée par la thyroïde. Donc si la patiente elle est en euthyroïdie, elle a les anti-TPO, donc on va la surveiller de près. Dès qu'elle va passer en hypothyroïdie, on va la supplémenter avec les hormones thyroïdiennes. D'accord. Dès qu'on a des anti-TPO positives, on doit surveiller d'une manière stricte ces femmes-là qui sont anti-TPO positives parce qu'ils basculent rapidement vers l'hypothyroïdie. Je vous dirais qu'on peut basculer rapidement. Surtout, on ne peut pas se permettre de basculer rapidement vers l'hypothyroïdie chez la femme enceinte. À la rigueur, en dehors de la grossesse, on peut prendre notre temps, mais chez la femme enceinte, non. On n'a pas le droit de laisser la malade en hypothyroïdie pendant la grossesse. Et les autres armes thérapeutiques par rapport à l'auto-immunité, telles que l'immunothérapie et les corticoïdes, donc l'ATA sont claires, les recommandations sont claires. Il n'y a pas d'indication en cas de grossesse, au cours de la grossesse, d'utiliser ces corticoïdes ou ces immunothérapies. Donc c'est la surveillance. Oui. Voilà, merci beaucoup. Femme qui a fait l'irathérapie et juste après elle s'est retrouvée enceinte. Est-ce qu'il y a un risque sur sa grossesse? Quand est-ce qu'elle a fait l'irathérapie? Quel est l'intervalle entre la grossesse et l'irathérapie? Si elle a fait, ça fait 1 année, 2 ans. Non, et quelle est la dose de l'iode radioactive qui a été administrée?
D'accord? Parce que si c'est une irathérapie qui a été administrée pour un cancer de la thyroïde, c'est tout à fait, c'est des fortes doses. Ça dépend, c'est des faibles doses pour les cancers à faible risque, on donne 30 microgrammes, mais ça reste quand même de fortes doses. Et on sait que l'iode radioactif en lui-même, il a un impact sur la grossesse. Mais selon nos lois algériennes, on ne peut jamais, en quelque sorte, proposer une interruption thérapeutique de grossesse. C'est des malades qu'on laissera évoluer pour la grossesse jusqu'à l'accouchement. Mais chez les femmes qui présentent, alors que la question c'est quoi? Faut-il traiter les femmes qui... c'est bon, j'ai répondu à la question? Oui, justement, pour une femme qui a subi une irathérapie et qui se retrouve enceinte après. Donc, la prochaine question, faut-il traiter la femme qui désire une grossesse TSH entre 2,5 et 4 et les anticorps anti-TPO sont négatifs? Négatif. C'est un négatif, non. Non. Donc, non. Ouais. Non. Justement. Tout quand même, c'est TSH, tout à fait. Donc, voilà, TSH basse et FT4 basse chez une femme enceinte durant le premier trimestre. Que faire? Assurez-vous que c'est réellement une TSH basse avec une FT4 basse. Parce que là, ça relève d'une étiologie qui est extrêmement rare, c'est l'hypothyroïdie centrale. L'hypothyroïdie centrale, elle est très rare. Elle est très rare chez la femme enceinte. Il faut assurez-vous que c'est une réelle TSH basse avec une FT4 qui est basse. Et quand on dit TSH basse, à quel seuil de TSH prélevé? Parce qu'ils peuvent nous dire une TSH à 0,15 basse, ils vont nous dire TSH à 0,25. Donc TSH basse et FT4 basse, rarement on a ce profil hormonal chez la femme enceinte. Sauf s'il préexistait à la grossesse. Voilà, c'est très clair. Donc, y a-t-il un seuil pour les anticorps anti-TPO positifs? C'est la même histoire avec les anti-TG, c'est des intervalles de référence du laboratoire. Il faut que ça soit, par exemple, les intervalles de référence qui existent actuellement, c'est autour de 35. Mais chez 36, on va dire que c'est une TPO, les anti-TPO sont positifs. Il faut que ça soit au moins 2 fois la normale. Pour dire que c'est des anti-TPO sont positifs. D'accord. Donc, on reçoit le complément de la question précédente. L'intervalle à respecter entre l'irathérapie et la grossesse. Ça dépend. Généralement 6 mois. Exactement. 6 mois jusqu'à 1 an, c'est des fortes doses. 6 mois quand il s'agit d'une irathérapie pour hyperthyroïdie. Si on veut être vraiment garantir quand même l'évolution correcte de la grossesse, il faut peut-être prévoir 1 année après de fortes doses d'iode radioactive. Voilà. Bon, pour la dernière question, bonsoir, la place de corticothérapie dans la thyroïdite d'Hashimoto. Non, la thyroïdite, non. Il n'y a pas de place de la corticothérapie dans les thyroïdites auto-immunes. Voilà, donc c'était la dernière question, cher professeur Achir, docteur Safer. Oui, Nechida? Il y en a beaucoup qui demandent l'enregistrement, il sera diffusé sur la plateforme, on communiquera par rapport à ça après la conférence. Voilà, tout à fait, tout à fait. Donc, merci beaucoup, professeur Achir, docteur Safer, pour ce moment de partage et pour d'avoir pris le temps de répondre à toutes ces questions-là. Donc, je remercie aussi l'assistance d'être resté jusqu'à maintenant. Donc, ça reflète l'intérêt de la thématique de l'hypothyroïdie chez la femme enceinte et surtout le dépistage pour une pathologie qui reste toujours sous-diagnostiquée. Merci encore une fois, merci Nashida. J'attire l'attention à nos chers médecins pour une enquête de satisfaction que le lien sera posté dans la section de chat. Je vous prie de bien vouloir répondre à cette question. Ça nous aidera énormément à mieux programmer nos événements et choisir les thématiques et vos besoins scientifiques. Cela vous prendra une petite minute. Merci beaucoup. À vous la parole, Nashida. On peut dire non, merci. Ah, oui, bien sûr. Merci beaucoup de toute façon à l'assistance qui est restée avec nous jusqu'à cette heure-ci. J'espère qu'on a été bénéfique parce que c'est ça notre but. C'est vraiment de véhiculer l'information et d'améliorer la prise en charge de nos patientes femmes enceintes présentant une pathologie hypothyroïdienne. Et puis, je remercie aussi ma collègue qui est là et qui a été d'un grand apport, je suppose aussi, et d'un grand apport bénéfique aussi pour l'ensemble de l'assistance. Et je lui donne, si elle veut dire un mot. Je vous remercie d'être patient avec nous et j'espère que c'était bénéfique. Je vous remercie. Merci à vous.